Les 5,5 milliards d'émissions annuelles de gaz carbonique des États-Unis débarquent avec le nouveau président américain Barack Obama. Mieux intentionné que son prédécesseur, certes, mais ligoté par son Congrès et le Sénat, il arrive les mains vides. If Barack Obama arrived and said, I've listened to the scientists that we paid good money to go out and research these questions. We're not going to cut our emissions 4% by 2020. We're going to cut them 40%, which science demands. If Barack Obama said that, then the world would have half a fighting chance. Des chiffres sont avancés, mais chacun a toutes les raisons de douter de la bonne foi de l'autre. Et le match États-Unis-Chine se poursuit avec pour enjeu principal leur souveraineté respective. We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information in a transparent manner. These measures need not be intrusive or infringe upon sovereignty. They must, however, ensure that an accord is credible and that we're living up to our mutual obligations. Without such accountability, any agreement would be empty words on a page. There are those developing countries that want aid with no strings attached and no obligations with respect to transparency. They think that the most advanced nations should pay a higher price. I understand that.应对气候变化，绝不能无视历史责任，无视人均排放和各国的发展水平，绝不能延续发展中国家的贫穷和落后为代价。按照联合国标准，还有1.5亿人生活在贫困线以下。发展经济、改善民生的任务十分艰巨。我们正处在工业化、城镇化快速发展的关键阶段。Les Chinois reprochent aux Américains leurs efforts insuffisants de réduction d'émissions de gaz carbonique et les Américains, inquiets de la concurrence déloyale des Chinois, veulent pouvoir vérifier que Pékin respectera ses engagements. Au final, le conflit conduit à une alliance objective pour torpiller le sommet de Copenhague. Les deux plus grandes puissances, la Chine et les États-Unis, sont obsédées par leur croissance économique. Et jusqu'à présent, elles ont essentiellement alimenté cette croissance en brûlant toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon. Il va leur être très difficile de continuer à développer leurs économies tout en consommant moins d'énergie fossile. Les dirigeants politiques se retrouvent pieds et poings liés. En attendant de trouver une issue, le temps fait son œuvre. D'autant que Mr Carbone s'engraisse des émissions sans cesse grandissantes du charbon. Cette énergie contribue plus que tout autre au réchauffement climatique. Consumé, le charbon rejette plus de gaz carbonique que son propre poids. La nécessité pour la Chine de brûler cette énergie fossile n'est pas prête de la quitter. En 2010, ce pays a englouti près de la moitié du charbon consommé dans le monde. Le charbon assure aujourd'hui près de 65% de la fourniture d'énergie totale de la Chine. Même dans les zones rurales les plus reculées, le charbon offre une énergie accessible et bon marché. De plus, le contrôle de son exploitation, en général placé sous la tutelle des autorités locales, ne facilite pas une politique nationale
bien maîtrisée. La combustion du charbon est une source d'émission de nombreuses sortes de polluants atmosphériques. Et les premiers à en pâtir, ce sont les Chinois. La qualité de l'air se dégrade à cause de tous ces polluants. Alors pourquoi continue-t-on à construire des centrales à charbon à un rythme effréné alors qu'il existe d'autres solutions? Parce que chaque fois qu'il faut résoudre un problème local de pénurie d'énergie, c'est l'option la moins chère. Mais le charbon, c'est surtout le combustible pour assurer le formidable boom de la production de fer, d'acier, de ciment, de fertilisants et bien sûr d'électricité. La Chine produit environ 80% de son électricité à partir du charbon. Elle n'a pas le choix. À elle deux, la Chine et l'Inde prévoient de construire 800 centrales thermiques à charbon dans les 20 prochaines années. Même dans les meilleurs jours du grand bond en avant, jamais Mao Tse-tung n'aurait rêvé d'un aussi vaste réseau de mines de charbon. Depuis cette époque, la production a été multipliée par 60. Plus de 4 millions de mineurs sont employés dans 25 000 mines, dont la moitié sont privées et souvent illégales. Celle-ci, dans le Shaanxi, à 400 km au sud-ouest de Pékin, est une mine modèle de grande profondeur, fonctionnant 24 heures sur 24. Les équipes s'y relaient pour rejoindre dans des descentes de plus d'1 heure les galeries encore exploitables. La mine de Lu'an a produit en 2009 55 millions de tonnes de charbon, distribuées en 3 parties égales. Une pour l'industrie à base de charbon, une autre pour générer de l'électricité et une autre pour fabriquer du pétrole. À partir du charbon, nous fabriquons du pétrole grâce au processus utilisé dans nos installations. Le charbon pourvoit à tous les besoins en énergie de la nation et même à 5% de sa consommation d'essence. Un processus de transformation qui nécessite une énorme quantité d'eau dans un pays qui en manque et au coût environnemental très lourd. Le gaz carbonique est à la fête, mais il y a urgence et les cadences doivent rester soutenues. Le charbon reste pour les années à venir la clé de l'indépendance énergétique de la Chine. Il en est la source prépondérante. Les mineurs sont mis à rude contribution et affrontent chaque jour les dangers de la mine. Ce pays, avec près de 5000 morts en 2009,
détient tous les records d'insécurité liés à ce métier. Pourtant, les candidats ne manquent pas. Car avec 200 € par mois, leur salaire est plus élevé que dans n'importe quelle autre corporation. Mais les mineurs chinois ne suffisent plus. Et face à ces besoins grandissants, ce pays, pourtant premier producteur mondial de charbon, doit se tourner vers le marché international. Et d'où viendra ce charbon? En Chine, la production a presque atteint son maximum. À l'avenir, le pays va devoir s'approvisionner en Australie et en Indonésie. En Australie, la Chine est présente sur tous les lieux. Elle absorbe 60% des exportations de ce pays. Depuis peu, elle est devenue, devant le Japon, le premier importateur de charbon australien. À Gladstone, dans le Queensland, les trains déversent sur une noria de tapis roulants le charbon destiné à la Chine. La capacité d'exportation du port de Gladstone est largement supérieure à 80 millions de tonnes. Et actuellement, nous atteignons les 60 millions de tonnes. Pour le moment, le terminal de chargement n'accueille que 400 cargos. Mais ce chiffre va doubler et dépasser les 1000 bateaux. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la Chine de continuer à s'approvisionner pendant des dizaines d'années. L'industrie du charbon a encore 10-15 années de prospérité devant elle. En 2 ans, les importations chinoises de charbon ont doublé. La Chine devra, dès 2013, importer 600 millions de tonnes par an, soit près de la totalité du charbon actuellement exporté par tous les pays. L'Australie craignait la chute de la demande mondiale des matières premières, mais les aciéries chinoises sont si friandes d'énergie que même durant la crise, les bateaux partent chargés à ras-bord. L'avenir du charbon semble assuré, d'autant qu'un tout récent discours lui donne des vertus écologiques. À l'échelle mondiale, nous devons parvenir à une production d'énergie propre, ce qui implique de changer les méthodes de combustion du charbon dans les centrales électriques et par conséquent de favoriser le développement de technologies permettant d'éviter les émissions de CO2. Le charbon propre ou comment verdir le charbon, avec entre autres une solution des plus tentantes, celle de glisser en quelque sorte le gaz carbonique sous le tapis. La centrale thermique Lu'an en est l'unique exemplaire en Chine. Avec des idéogrammes pour scander le programme. Si on veut utiliser la grande énergie du charbon tout en dégageant peu de carbone, il est important d'employer des technologies propres pour son extraction et son emploi. C'est très important. Après avoir extrait les gaz du charbon, nous réinjectons le CO2 sous la terre. Captage et stockage du gaz carbonique, mode d'emploi. Petit A, capter les émissions de gaz carbonique à la source. Petit B, le compresser et le pousser sous terre. Malheureusement, le procédé lui-même émettra du CO2, l'équivalent de 30% de ce qu'il permet de stocker. Présenté comme le remède miracle, le captage et stockage sous la terre du gaz carbonique produit par les centrales thermiques fait son chemin depuis une dizaine d'années. 140 installations sont actuellement en service ou en expérimentation de par le monde, principalement aux États-Unis, en Europe ou comme ici au Canada.